Bonjour à tous. Bonjour. Je vous propose donc de débuter notre événement qui se déroule en lien avec la Journée internationale des droits de la femme. Pour cela, nous vous proposons de découvrir le parcours de 4 femmes entrepreneurs qui vont vous partager leur histoire, leur expérience, leurs conseils aussi et l'impact d'être une femme dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter rapidement notre entreprise, le service des communautés métiers et également le sujet. Extia, en fait, est une société de conseil en ingénierie présente dans de nombreux secteurs d'activité, tels que le digital, le e-commerce, les télécoms, la banque, finance et assurance, la santé, ou encore les transports. Donc, Extia est présent aujourd'hui sur le territoire national à travers 14 agences, mais également à l'international avec 5 agences en Europe et une toute dernière au Canada. Donc, particulièrement soucieuse du bien-être au travail, de la mise en valeur de son expertise et de la montée en compétences de ses salariés, Extia a créé en 2015 le programme des communautés métiers, aujourd'hui appelé les COMET. Donc, en fait, il s'agit d'un groupe d'Extiens partageant une même expertise, un savoir-faire ou un centre d'intérêt. Donc aujourd'hui, nous avons, comme vous pouvez voir sur la carte qui s'affiche, nous avons 17 communautés métiers qui proposent toutes les semaines un programme de meet-up sur des sujets techniques transverses et vous pouvez retrouver l'intégralité de notre programme et vous inscrire sur le site meetup.com ou sur notre site internet d'Extia. Nous avons en fait choisi de vous proposer ce sujet car la démarche RSE est fortement présente chez Extia à travers différents projets, initiatives. Donc depuis sa création, Extia s'engage à garantir un environnement de travail sain, stimulant et équitable à chacun de ses collaborateurs. Donc dans cette optique, nous voulions mettre en lumière aujourd'hui l'entrepreneuriat féminin, puisqu'aujourd'hui en France, les femmes ne représentent encore que 36% des entrepreneurs. Donc c'est pour cela que nous avons aujourd'hui 4 intervenantes. Donc nous avons Nathalie qui a cofondé depuis 2 ans My Perso Coach afin de simplifier l'accompagnement des managers. Donc Nathalie a un parcours plutôt atypique entre sportif de haut niveau, carrière dans la finance et coach en neurosciences. Nous avons également Gwenaëlle qui a travaillé 10 ans chez Unilever dans des fonctions en marketing et animée par le challenge. Elle a créé l'application Octopus HACCP pour simplifier la vie des restaurateurs. Donc, l'entreprise que Gwenaëlle a créée en 2015 compte aujourd'hui 20 salariés et elle est autofinancée. Nous avons également Gladys qui est coach certifié agile depuis 2020 et qui a créé son entreprise pour proposer une offre de coaching. Et nous avons également Justine, donc Justine plutôt dans une démarche d'entrepreneuriat chez Extia, puisque en 2015, accompagnée par Extia, elle a créé l'agence Extia Lille, donc du statut de start-up en coworking au démarrage à aujourd'hui 180 salariés en 5 ans. Donc l'agence a beaucoup évolué. Elle est aujourd'hui directrice d'Extia Grand Ouest. Donc encore un grand merci à nos 4 intervenantes qui sont présentes ce midi. Et du coup, je vous propose, pour en apprendre davantage sur leur parcours, de débuter. Donc moi, j'ai une première question. Donc, quel a été le déclic en fait pour vous de vous lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat? Donc, je vais me tourner vers toi, Gladys, en premier, où ton expérience est la plus récente. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton expérience? Oui, tout à fait. Alors, quelles raisons m'ont motivée à me lancer? Eh ben, ça a été le Covid, entre autres, parce que je me suis rendu compte que le monde du travail tel que je le connaissais et ce que j'aimais en fait dans le monde du travail a un peu perdu son sens. Et ça m'a vraiment motivée à, dans un premier temps, commencer une formation de coaching professionnel pour plusieurs raisons. Pour moi déjà me connaître un peu mieux, savoir vraiment ce qui me plaît, ce qui me déplaît et comment continuer à avancer dans un monde en constant changement et en constante complexité.
Et après, à récupérer aussi une assez bonne posture et des outils qui vont me permettre d'accompagner les gens qui ont peut-être perdu ce sens et cette confiance que moi-même j'ai perdu. Donc, il faut savoir qu'avant d'être coach professionnel, j'étais déjà coach agile. Comme tu le disais, Lauriane, donc j'avais déjà cette posture d'accompagnement, mais voilà, il me manquait finalement des outils pour faire face à un changement qui serait un peu plus humain et moins organisationnel. Alors moi, c'était plus que enfin, c'est pas que je m'ennuyais au boulot, mais je trouvais pas assez de diversité et j'avais l'impression que mon plan de carrière était pas aussi excitant que je me l'étais imaginé quand je sortais d'école de commerce. Et j'avais commencé à chercher un peu de boulot et j'avais trouvé l'exercice assez difficile. Et je m'étais dit qu'en fait, ce serait presque plus simple de monter ma boîte. Il y a un mix de tout ça qui est assez drôle quand même, parce qu'au final, c'est pas du tout plus simple. Et en fait, ouais, j'ai commencé à sonder le marché. J'ai eu la chance aussi de trouver un associé avec lequel on a vraiment avancé sur le projet. Et sur le premier objectif qui était de ne plus m'ennuyer au boulot et vraiment d'avoir un challenge assez conséquent à relever, j'ai pas été déçue du tout. Ça, c'était objectif atteint à 300%. En fait, c'est intéressant parce que quand tu as posé la question, je me suis dit, zut, mais finalement, moi, quel était mon élément déclencheur? Et c'est pas tellement le fait de choisir d'être indépendante ou entrepreneuse. C'est il y a une dizaine d'années, la crise de la cinquantaine, un conflit de valeurs avec mon patron m'a fait me poser la question de me dire, mais finalement, dans quel domaine je pourrais optimiser mon potentiel. Et quand j'ai décidé, en fait, de me former au coaching, et ça m'a énormément plu parce que ça faisait un lien avec le sport de haut niveau que j'avais pratiqué, je ne me rendais pas compte que j'allais devenir, alors, dans un premier temps, indépendante, mais c'était une évidence que je voulais faire ce métier. Donc, j'ai été auto-entrepreneuse. Après, j'étais indépendante. Après, j'ai monté des petites structures. Et je me disais toujours que dans ce que je faisais, qui est donc le coaching, il manquait un peu le digital. Et il y a 3 ans, réellement, enfin, on a commencé à discuter ensemble avec mon associé, Lucas. Et ça a été une évidence de lui dire, voilà, moi, j'aimerais vraiment qu'on s'associe. Parce qu'en fait, je lui avais fait un petit coaching quand il réfléchissait et je lui avais demandé finalement qu'est-ce qu'il faisait. Sa thématique, c'était comment progresser, comment aller plus vite dans la création de ma boîte. Enfin, il se posait plein de questions. Il m'avait dit, en fait, il me manque un associé ou une associée. Donc, j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Et quand on a commencé à échanger sur une méthode qui est un peu différente de ce qui existe aujourd'hui, je ne reviendrai pas là-dessus, dans le monde du coaching, spontanément, je lui ai dit, voilà, moi, je voudrais être associée, qu'on monte quelque chose. Et voilà, et c'était pas tellement ce statut qui m'intéressait, mais c'était finalement le truc de pouvoir faire comme je souhaitais, avec quelqu'un qui partageait un peu cette envie-là, de développer quelque chose qui m'animait beaucoup. Et je pense que ce qui est formidable, et après on se rend compte qu'on avait la raison, c'est que c'est pas que, effectivement, c'est sûr qu'on s'ennuie plus, mais c'est que c'est cette liberté finalement de construire et de faire comme on le souhaite. Je pense que pour moi, ça a été cette découverte extraordinaire. Après, il y a le revers de la médaille, c'est effectivement pas toujours simple. Mais voilà, en fait, ça a été cette envie de faire un métier et qui m'a conduit aujourd'hui, effectivement, à être cofondatrice, j'aurais jamais pensé, d'une start-up et je trouve ça génial. Voilà. Je me tourne aussi vers toi, Justine, donc qui a une démarche plutôt d'intrapreneuriat au final et chez Extia. Eh bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, en fait, ça s'est passé. Alors, je rejoins totalement ce qu'a pu dire Nathalie à l'instant. Moi, ça s'est passé par pur opportunisme. Au final, j'ai rejoint Extia en 2012 et 2 ans et demi après, fan de mon aventure au sein de ma société, complètement épanouie, mais en fait pas si heureuse que ça à Paris. Du coup, j'ai un peu par
c'est pas vraiment du culot parce que on se sent, en tout cas moi pour ma part, je me sens vraiment bien écoutée chez Extia et au travers de discussions au sein de la société, c'est directement le PDG d'Extia qui m'a proposé cette opportunité, sachant que mon mari était lillois, donc ça a pu se faire en toute confiance. Il m'a proposé d'ouvrir, de partir à l'aventure lilloise, de recommencer de zéro, et donc cette opportunité de pouvoir le faire dans une société où j'étais bien, où au final, j'allais pouvoir créer un petit peu ce que disait Nathalie, par moi-même les choses, mais tout en étant accompagnée, parce que je me sentais quand même un peu, pas fragile, mais jeune dans mon expérience professionnelle. Et du coup, moi, ça m'a aussi appris énormément de choses et je regrette absolument pas. Et ce que je me dis aujourd'hui, c'est que ce qui est cool aussi, c'est qu'on écrit l'histoire un petit peu de nos entreprises et de voilà. Et moi, quelque part, je l'écris pour Extia et voilà, c'est super quoi. Donc, plutôt l'opportunité. Et le feeling aussi de sentir les choses et me dire bon allez, on y va, on essaye, qui m'ont poussée à faire ça au départ. Ok, merci beaucoup Justine. J'avais une autre question aussi pour toi Gladys, vu que tu nous as dit tout à l'heure que tu étais plutôt sur le démarrage en fait de ton activité, pour voir un petit peu les étapes qui te restaient à faire et peut-être aussi les défis auxquels tu as dû faire face pour créer ton entreprise. Effectivement, comme je vous disais, moi je viens de commencer. Et je suis aussi dans une démarche d'entrepreneuriat un peu comme Justine, dans le sens où les premières personnes que moi je vais accompagner, ce sera les consultants d'Extia. Donc ma boîte, effectivement, je l'ai créée en indépendance, mais ce sera quand même finalement grâce à Extia, et ce sera Extia qui m'accompagnera pour ça. Donc au niveau des étapes, ce qui me reste, il y a quand même pas mal de choses parce que tout ce qui est juridique finalement a été créé. Mais derrière, ça va être comment moi je passe de mon statut de salarié actuellement à 100% en mission à un statut alors sans forcément dire indépendant, mais tu vois, le statut va changer parce que je serai plus forcément en mission, ou alors si je le suis, il va falloir que je vois comment me dégager du temps aussi pour travailler, enfin faire du coaching au bénéfice des consultants d'Extia et en même temps faire mon boulot et ma mission de consultante en fait. Ça va être une grosse étape à voir avec Extia Toulouse, puisque je dépends de Toulouse. Alors une grosse étape et effectivement un gros défi qui sera après de pouvoir trouver finalement ma première clientèle. Donc là, on a déjà commencé à définir un petit peu la cible, qui sont pour l'instant les consultants qui doivent changer de poste ou alors qui viennent d'arriver finalement dans l'entreprise. Et ça pourrait être comme un peu un onboarding, de pouvoir leur proposer aussi une prestation de coaching pour les accompagner dans globalement leur carrière professionnelle au sein d'Extia. Mais voilà, finalement, je me rends compte qu'il y a énormément de choses auxquelles, quand je suis sortie de ma certification, je n'étais pas vraiment préparée parce qu'on nous apprend à coacher, mais on ne nous apprend pas vraiment à marketer, à définir nos cibles aussi, mais voilà, tout ce qui est à côté finalement de se vendre et de chercher des clients et autres, je me rends compte que ça, c'est un travail à part entière auquel je me frotte en ce moment. Et heureusement, justement, que je suis accompagnée dans le cadre de l'intrapreneuriat pour faire ça, parce que c'est pas de tout repos. Voilà. Merci beaucoup, Gladys. J'avais une question aussi pour toi, Nathalie, vu que tu as confondé ton entreprise. Si toi aussi, tu as eu des difficultés particulières, si tu as peut-être observé aussi une différence entre entreprendre entre une femme et un homme. Enfin, voilà, je voulais avoir un petit peu ton retour d'expérience aussi de ton côté. Enfin, je ne sais pas si on est un bon exemple parce que nous, on est vraiment un team très atypique puisque moi, mon associé a 30 ans de moins que moi. Il est issu d'une école de commerce et il a travaillé dans l'équivalent d'Amazon en Afrique, donc il se connaît très bien ce qui est géré de marketplace,
Et je dirais que, enfin, pour moi, je n'ai vu dans cette cofondation aucun souci dans le sens où on était complètement complémentaires. Moi, j'avais dit en termes de financier que moi, j'apporterais quasiment rien, mais que qu'on pensait, on était… ça s'est vraiment fait, je dois dire, c'était assez miraculeux, quoi. On était d'accord sur beaucoup de choses. On a eu la chance nous, on était immatriculés en Mayenne et on fait partie du réseau Entreprendre, hein, qui a été très chouette. Voilà, je peux pas vous dire, c'était un peu comme sur un nuage au début. Les choses sont bien faites, on a pris des gros clients, etc. Et après, je dirais que moi, c'est plutôt aujourd'hui où je trouve que c'est plus complexe finalement. Ce qui est un peu complexe, c'est qu'au bout d'un moment, je trouve que on a un peu de mal finalement à toujours nous convaincus. C'est très personnel, hein. Quand il y a des mois où ça marche moins, qu'il faut se repositionner, qu'on vend moins que prévu, c'est un peu le doute sur finalement est-ce que ce qu'on vend est le bon produit. Moi, c'est plus ça qui, enfin, je trouve est complexe. Alors que moi, je suis convaincue que le coaching, c'est vraiment formidable, que ce qu'on vend, c'est top, qu'on crée des outils qui n'existent nulle part ailleurs. Mais je dirais que pour moi, ça c'est plus, je dirais, les difficultés se sont plus manifestées 1 an et demi après, ou après les faits, je dirais, tout va bien, on prend du business, on a des subventions, on fait beaucoup de business, et puis à un moment, ça retombe un peu, et je trouve que c'est là où on en est un peu, nous, personnellement, c'est un peu cette phase-là où il faut, et puis en plus… Ce que j'ai trouvé génial, moi, c'est de découvrir qu'une start-up, c'était pas un mot, mais que c'est vraiment une méthode agile. Enfin, c'est tu testes quelque chose, ça marche, youpi, donc tu vas sur ta cible. Au bout de 3 mois, ben mince, ça marche moins bien que prévu. Tu te dis, bah c'est pas là forcément la bonne cible. Il faut que je repositionne mon produit et bing, tu repars. Et donc tu as des hauts et des bas. Et voilà, je trouve que peut-être pour moi, c'est ce qui est plus complexe par rapport, je dirais, par rapport à mon expérience passée. Moi, j'étais directrice quasiment financière. Enfin, je suis autodidacte pendant 15 ou 20 ans. Où, encore, je suis dans une boîte de com, on était originaux, mais il n'y avait pas de remise en question. Vous voyez, on faisait du reporting, c'était comme ça, on mettait des chiffres, etc. Là, je trouve que c'est incroyable parce que on a le droit de se tromper, on décide quelque chose, on change. Il ne faut pas changer tout le temps, il ne faut pas être complètement inconstant, mais c'est pour moi, en tout cas, peut-être certainement par rapport à mon âge. Je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme, mais je pense que c'est ça qui est le plus excitant et à la fois le plus, pour moi, anxiogène. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, souvent. Très bien, très bien. J'ai encore plus d'éléments, donc c'est super. Merci beaucoup Nathalie. J'avais une question aussi pour toi, Justine, parce que du coup, tu travailles dans le secteur de l'IT qui est un petit peu moins représenté par les femmes. Est-ce que toi, de ton côté, tu as rencontré des difficultés particulières lorsque tu as créé des agences ou pas? Pas étonnamment, mais c'est vrai que c'était une question que je m'étais posée quand je suis partie sur l'île et puis un petit peu moins après sur l'ouest parce que j'avais déjà mon bagage lillois. Mais non, énormément de bienveillance. C'est vrai que je travaille avec énormément d'hommes, même au sein de mes équipes. Ça s'est pas mal diversifié avec les années. Mes clients sont aussi très souvent des hommes, pas que. Mais non, au contraire, parce que moi, j'y suis allée un peu en étant de toute manière moi-même dans cette aventure parce que je voulais pas être quelqu'un d'autre. Enfin, ça n'a jamais été mon principe déjà de vie et encore moins aussi au sein de ma société. Et du coup, étant complètement transparente avec les gens qui m'ont entourée dès le départ, j'étais plutôt à demander de l'aide. J'arrive, je connais pas le marché, j'ai envie de bien faire, d'essayer de vendre au mieux ce que nous, on pouvait être amené à apporter chez Extia. Et j'ai de la chance parce que j'ai démarré par Lille, donc je pense que l'esprit lillois, c'est pas que ce qu'on voit à la télé, c'est vraiment
vraiment c'est vraiment à part, je pense, une ville très accueillante, très chaleureuse. Et moi, j'ai eu beaucoup d'aide de la part des gens autour de moi et du coup, essentiellement des hommes, mais qui m'ont vraiment aidé à créer mon réseau, à me permettre, voilà, d'avancer. Ça a toujours été dans le souci de m'aider à avancer, de me féliciter aussi, de m'encourager. J'ai eu la chance aussi, alors c'était pas un associé parce qu'il fait partie de la société, mais j'ai envie quand même d'en parler parce que ça a été très important pour moi. Il est toujours là, Aurélien Goasgen, qui est directeur du Nord maintenant. C'est avec lui que j'ai monté la première agence pour moi en région. Et au final, un petit peu plus âgé que moi et plus d'expérience professionnelle que moi, il a été embauché pour monter cette agence. Il n'était pas chez Extia avant. Et du coup, on s'est vachement complété parce que moi, j'ai essayé de lui donner tout ce que je pouvais sur Extia, sur voilà, le spirit de la société. Et lui, beaucoup sur le côté lillois parce qu'il était lillois. Et en fait, on a très bien matché. Je pense que le binôme, et puis c'est un homme, je suis une femme, donc ça n'a pas toujours été simple. Hein, on s'est clairement des fois voilà, chafouiner sur des sujets, on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes points de vue, mais au-delà de ça, voilà, ça a été très très enrichissant pour ça. Après les difficultés, je pense que ce soit pour toutes les quatre, c'est un peu le projet sur papier quand on monte notre business plan, qu'on a une idée préconçue de comment ça va se passer, etc., et que la réalité arrive. Voilà, c'est ça qui est. Mais d'un côté, c'est tout le côté stimulant de la chose. Il y a tellement d'aléas, il y a tellement de voilà. Donc il y a des moments de grande solitude, des moments de doute où on se dit est-ce qu'on va être à la hauteur du projet pour lequel on s'est engagé. Voilà. Donc, mais c'est ce qui fait la force aussi. C'est l'engagement pour moi. Quand on s'est donné les moyens d'aller créer quelque chose. Je pense que voilà, on lâchera pas pour un petit truc et on essaiera toujours d'aller jusqu'au bout. Donc, c'est la beauté un peu de ce côté entrepreneuriat. Alors, je vais essayer d'être concise parce que je pense que je pourrais en parler pendant des heures. Pour reprendre ce que disait Gladys, j'ai dû créer... Moi, je suis vraiment partie from scratch. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai pris un papier et je me dis, OK, je vais concevoir un logiciel. Je n'avais évidemment jamais conçu le logiciel, ni bossé sur un logiciel, ni bossé dans une start-up, ni fait d'école d'ingénieur. Donc, j'étais vraiment sur un niveau zéro. Et j'ai dû partir de toutes ces idées de marketer, structurer financièrement, commercialiser, trouver des partenaires, etc. Donc, comme dit Gladys, on n'est pas forcément préparé à devoir gérer autant de problématiques. C'est-à-dire comment on gère avec l'URSSAF, comment on gère la médecine du travail, comment on fait, enfin, là on vient de déménager de bureau, comment on met en place un plan incendie dans des bureaux quand il n'y a aucune structure pour vous aider, etc. Enfin, c'est des choses extrêmement factuelles, basiques, qui sont hyper importantes et qui ne sont pas forcément toujours faciles à gérer. Et comme disait aussi Nathalie, j'ai la chance d'avoir un associé avec lequel on se complète extrêmement bien. Ça veut dire qu'on a des compétences différentes. On est bon sur différents sujets. Je vous fais une confidence, je ne sais pas lire un PNL. Quand on parle d'EBITDA et compagnie, je ne sais pas de quoi il s'agit vraiment. Donc, je suis vraiment inapte en fait à avoir une discussion avec mon banquier. Et c'est fabuleux d'avoir aussi des gens avec lesquels on peut s'associer, sur lesquels on sait que moi, quand on me parle d'EBITDA, je ne sais pas vraiment répondre à la question. Par contre, quand moi, on parle de lead acquisition ou de sujets extrêmement techniques en SEO ou en technique, mon associé ne sait pas non plus de quoi on parle et on se fait confiance. Si je peux donner un conseil à tous ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer, soyez complémentaires si vous trouvez des associés, et je pense que les coachs qui sont autour de la table diront pas le contraire. Prenez des gens avec lesquels vous partagez les mêmes valeurs. Parce que le plus important, c'est certes d'avoir des compétences complémentaires, mais partager les mêmes valeurs fait que le jour où il y a des hauts, le jour où il y a des bas, le jour où c'est la catastrophe, le jour où on doute et on se dit mais qu'est-ce qu'on fout là? Ça se vend plus comme ça devrait se vendre, on n'arrivera jamais à faire le chiffre du mois, comment on va payer nos salariés, etc., etc., etc. Le fait de partager les mêmes valeurs avec les gens qui vous entourent et aussi les gens que vous embauchez, en fait, c'est ça qui fait que c'est sain dans votre entreprise et que même quand vous avez des coups de mou, vous continuez à avancer. Ça se passe bien. Les valeurs, c'est vraiment, vraiment la clé d'une équipe qui fonctionne et qui grandit bien.
Donc oui, des difficultés, j'en ai eu beaucoup, beaucoup. J'en ai encore beaucoup, beaucoup. Mais comme je suis bien entourée par mes salariés, par mon associé, par du coaching, par aussi le réseau Entreprendre, c'est des difficultés qui sont surpassées. Et sur le sujet d'être une femme plutôt qu'un homme, moi j'ai eu un bébé pendant la phase de lancement. Ça a vraiment pas été facile, mais vraiment pas. J'ai accouché à l'hôpital avec l'ordinateur sur les genoux, limite, ce qui est une grosse erreur. Je ne vous conseille pas, mais je pouvais pas faire autrement sur le coup. Oui, c'est pas facile et c'est toujours pareil. Le mieux, c'est quand même de se faire entourer. Il y a des coachs qui sont là pour ça et ça aide vraiment, vraiment, vraiment. Merci beaucoup Gwenaëlle pareil pour le partage de ton expérience et du coup je me posais aussi une question parce que du coup vous avez toutes démarré quand même votre activité depuis soit récemment soit depuis quelques années, mais est-ce qu'à partir du moment où vous avez créé votre entreprise et maintenant vous avez observé, vu des changements de mentalité un petit peu depuis que vous avez commencé? Moi, je voudrais intervenir là-dessus parce que moi, pour le coup, d'abord, je voudrais juste dire que Gwenaëlle a dit une chose sur laquelle j'aurais dû effectivement intervenir plus vite et je pense qu'elle a raison. Les valeurs, elles sont importantes dans tout, dans un couple, dans tout, vraiment. Et moi qui fais du sport de haut niveau, c'est vraiment une chose qu'on porte. Donc, c'est vrai, je pense que quand il y a des hauts et des bas et qu'on se dit mais on n'y arrivera pas, si on ne porte pas les mêmes valeurs, ça... je pense que ça s'explose facilement en vol. Mais c'est pas facile de trouver quelqu'un avec qui on partage les mêmes valeurs. Donc ça, c'est une première chose. Je pense que moi, je suis un cas atypique parce que je pense que mon associé est plus attaché encore que moi à l'égalité homme-femme. Et je trouve ça formidable. Et c'est un peu ce que je disais quand on a préparé cette intervention. Je pense que c'est de notre devoir de tous aujourd'hui vraiment de se battre là-dessus. Après, moi, je suis pas pour une égalité forcément. On n'est pas un homme et une femme ne sont pas forcément égaux. Justement, ils sont complémentaires, c'est ça qui est intéressant. Mais il faut pas qu'il y ait de discrimination. Et il faut effectivement essayer de faire en sorte que, moi je trouve que ce qui est vraiment compliqué, c'est la rémunération, la discrimination quand même. Tu vas potentiellement avoir un enfant, donc tu vas pas bosser, donc je vais te payer moins. Je trouve que c'est quand même un peu complexe parce que il y a un sujet sur lequel il faudrait vraiment réfléchir, c'est le temps de travail. Moi, dans les choses que sur lesquelles j'interviens, où je pense que j'ai un vrai domaine de compétence, c'est la gestion du temps. Et il y a le temps opérationnel, le temps effectif. Enfin, il y a 1000 façons. Il y a des gens qui vont faire 10 heures et qui ne vont pas du tout être productifs. Et puis, il y a des personnes qui vont être hyper heureuses. Un enfant, ok, c'est un peu perturbant parce que ça pleure la nuit et ça demande de l'attention. Mais je veux dire, il y a énormément de choses et je trouve que c'est un peu réducteur finalement. Et moi, je trouve quand même, bien sûr, j'ai 40 ans d'expérience professionnelle, je trouve quand même que ça évolue plutôt dans le bon sens, très doucement. Et après, il y a une chose, moi, j'ai pas de réponse, c'est qu'effectivement, il y a des métiers qui sont très genrés, c'est-à-dire, par exemple, les RH, il y a beaucoup, beaucoup de femmes. IT, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour changer ça, voilà. Que du coup, de ton côté, toi, Gwenaëlle, aussi, tu as vu un changement de mentalité depuis peut-être le temps depuis le moment où tu as créé aussi ton entreprise? Alors, je ne sais pas si j'ai vu un changement de mentalité. Je suis très, très, très féministe dans mes positions. Donc, je me bats au quotidien dans la boîte pour qu'on n'ait pas une équipe de managers hommes et d'assistantes femmes. Enfin, c'est des choses hyper importantes et qui parfois sont pas si évidentes que ça. Moi, mon combat pour faire changer les choses, c'est aussi de dire, assurons-nous que quand on publie des offres d'emploi, qu'elles puissent être lues et comprises par tous et toutes, quel que soit l'âge,
on a tendance à mettre énormément de biais dans notre communication et en tant que chef d'entreprise, pour moi, c'est très important de faire attention à ça. Faire attention aux images qu'on met sur nos sites web, aux images qu'on met sur notre LinkedIn, que ce soit pas toujours des jeunes hommes blancs de moins de 30 ans, beaux comme des dieux. Ça peut être tout le monde. Et en fait, le fait d'avoir une image représentative permet aussi d'attirer plus de talents, parce que certaines personnes, d'instinct, n'iront pas postuler parce qu'elles ont l'impression que l'entreprise ne leur correspond pas. Et aussi dans tous les textes qu'on publie, dans tous les commentaires qu'on publie, dans cette manière dont on communique auprès de notre public, de nos futurs employés, de nos clients, etc. C'est hyper important d'être inclusif et de donner sa chance à tous, parce que c'est pas si évident que ça, en fait. Donc, je sais pas si ça change, mais en tout cas, j'ai quand même beaucoup aussi de copines entrepreneuses qui partagent cette logique et qui mettent en place des choses pour que ça change, justement. On est sur la bonne voie, je pense. Moi, juste rapidement, oui, je pense que ça, en 10 ans dans la même société, avoir fait plusieurs agences, avoir évolué aussi sur mon poste, moi, je le vois au travers de mes équipes, en fait. Je suis hyper vigilante à ça, mais forcément, aussi étant une femme, alors je me considère pas féministe, mais en tout cas, il y a des causes autour de la femme qui vont me toucher. La petite anecdote, là, j'ai trois de mes responsables, entre autres, qui sont en congé mat actuellement. C'est des choses qu'on a préparées. Elles sont sur des postes plus ou moins stratégiques et ça s'est anticipé en toute confiance. On en a parlé assez vite au début de leur grossesse. Il y a le fait que moi-même je sois une femme par rapport à ça. En tout cas, je suis assez décomplexée. J'essaye aussi vis-à-vis du codir. On a beaucoup de chance. Moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai un manager qui est au top, papa de 3 enfants et qui m'accompagne beaucoup là-dessus aussi. Et non, je pense que le changement de mentalité, c'est tous les jours, en fait. C'est dans nos petits discours, c'est dans nos façons de repenser certaines choses, de mettre en avant en réunion certaines idées, même de faire des switches. Une petite anecdote aussi. On parlait de DRH. Donc, moi, c'est ça. J'ai 2 populations distinctes dans mes équipes, des commerciaux et des DRH. Donc, c'est clair que c'est beaucoup plus connoté homme d'un côté et femme de l'autre. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, on a fait le switch d'une RH femme qui a souhaité passer commerciale. Bon, voilà, c'est une des meilleures choses qu'on ait fait pour elle. Elle a excellé et elle excelle sur son poste. Et c'est génial parce que du coup, on a mixé, on a fait un d'abord qui ensuite quoi, qui est clairement le slogan de la société. Mais au final, juste pour dire, en fait, il n'y a pas de poste associé à quelqu'un. C'est aussi des envies et des ajustements qu'on peut faire et qui peuvent se faire produire et qui sont au top. Donc, c'est les petites choses, les petits mises bout à bout qui, un peu comme dit Gwenaëlle, peut-être des choses qui ne payent pas de mine quand on fait une annonce d'offre d'emploi, etc. Mais au final, ça peut tout changer dans la façon dont les choses vont vraiment se produire et se passer. Donc, faut être attentif à ça, en fait. Merci beaucoup, Justine. Moi, ça m'évoque quelque chose en vous écoutant, que je n'avais pas forcément pris conscience de ça avant, mais quelque chose dont je me suis rendu compte et qui me renforce maintenant aujourd'hui, c'est que il faut quand même pas mal. Enfin, le terreau de tout pour moi, c'est la confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance, un petit peu générale. Et je me rends compte aussi que, en fait, on se prend tous des baffes, tous et toutes des baffes, hein. Et on est tous capés pour se relever, en fait, et pour y faire face et pour affronter, je pense, ce qui nous arrive dans la vie. Et on n'a pas moins de chance ou moins d'occasion en tant que femme d'affronter ça, quoi. Donc, voilà, c'est un peu flou, mais c'est juste, je me suis rendu compte que, avec un peu de préparation, avec un petit peu de confiance, on peut atteindre autant de choses, en fait, tous, quoi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Gladys et à toutes pour tous vos conseils et ça fait aussi avec du coup tous vos mots, ça fait aussi écho sur la partie coaching du coup toi avec Gladys et Nathalie sur votre expérience, mais également peut-être le rôle aussi du coaching dans votre quotidien. Par exemple toi Gwenaëlle, si tu as été amenée à être coachée, peut-être comment tu t'en sers aussi aujourd'hui? Alors, moi, je suis coachée depuis 1 an par quelqu'un qui était mon ancienne manager quand j'étais chez Unilever et que j'ai retrouvé un peu par hasard sur un apéro Zoom en plein Covid. Je pense que c'était un des meilleurs investissements que j'ai fait pour ma boîte. Maintenant, j'ai fait aussi coacher par cette personne, mon associé. Le coaching, pour moi, c'est de se dire... Alors, je parle à des coachs experts, mais moi, comment je l'ai vécu, c'est de se dire, il y a... Tous les mois, j'ai toujours des difficultés, des choses sur lesquelles j'aimerais avancer, mais il y a plusieurs phases. Mais en tout cas, la première phase, c'est qu'émotionnellement, je n'ai pas forcément toujours le terrain pour être capable d'affronter ça. C'est-à-dire que je me fais submerger ou je ne sais pas comment gérer. Quand on est chef d'entreprise, on est aussi très, très souvent le déversoir de tous les avis bons ou mauvais de nos équipes. Enfin, voilà, c'est nous qui sommes en bout de course pour gérer les conflits, les problèmes, etc. Parfois, ça peut être pesant. Travailler avec un coach, c'est aussi de se dire, voilà, j'ai fondé cette boîte à la base pour telle et telle valeur, telle et telle envie. J'ai envie d'aller là. Moi, par exemple, mes motivations personnelles, c'est pas de gagner des millions, c'est pas le sujet. C'est de m'épanouir, c'est de prendre du plaisir dans ce que je fais, c'est d'apporter de la valeur ajoutée à mes clients et c'est de créer une vraie équipe. En fait, le mot-clé qui m'anime, c'est je veux que dans 20 ans, on se dise cette expérience chez Octopus, ça a été la meilleure expérience de notre vie professionnelle et c'est de construire quelque chose de légendaire. Je bosse beaucoup autour de ce mot qui pour moi est hyper important. Faire quelque chose de légendaire pour nos clients, faire quelque chose de légendaire pour nos équipes. Mais pour arriver à construire une légende, moi j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'un coach et c'est vraiment quelque chose qui a une vraie valeur ajoutée pour moi, qui permet en fait d'y voir plus clair quand c'est un peu la tempête, de voir un peu la lumière au bout, de se rappeler les bases, de se rappeler en fait le cap qu'on a tracé et quand on dévie du cap, et aussi de trouver la force de revenir dedans ou d'accepter de changer de cap, etc. Donc moi je conseille vraiment tous ceux qui nous écoutent à se dire qu'en fait le coaching c'est vraiment quelque chose qui vous renforce et qui vous permet d'aller plus loin et d'accomplir en fait ce que vous voulez accomplir, quoi. C'est super important. Pour moi, c'est une béquille de plus sur cette aventure. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Justine, pareil, je te pose la même question. Si pour toi, le coaching a aussi une place importante dans ton activité je rejoins totalement ce qu'a dit Gwenaëlle. J'ai eu aussi un coaching entre mon aventure lilloise et mon aventure sur Nantes dans un premier temps et puis après côté région. Et elle a été vraiment nécessaire parce que je pense que la première fois où je me suis lancée en tant qu'intrapreneur chez Extia, j'y suis allée tête baissée, 25 ans. Vraiment, je me disais pas qu'il pouvait y avoir de barrières, j'allais réussir quoi qu'il arrive. Enfin, je me disais même pas que l'échec était possible. J'étais très naïve, mais en même temps, c'est ce qui m'a permis de foncer. Et j'ai eu aussi, comme Gwenaëlle, un bébé dans cette aventure, cette première aventure intrapreneuriale. Et je pense que j'ai pris conscience de pas mal de choses. Et de toute façon, l'aventure en elle-même, elle m'a apporté. Et en même temps, ça n'a pas été facile tous les jours. Et du coup, quand j'ai dû me relancer parce que Extia m'a proposé un nouveau challenge à l'Ouest, j'y suis allée, c'est clair, parce que ça m'a motivée, que j'étais challengée. Mais j'ai eu beaucoup plus de retenue sur plein de trucs. Je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, peut-être je vais pas y arriver. En fait, on le fait bien une fois, mais est-ce que je vais réussir à le faire une deuxième fois? Mais j'avais ce poids de l'échec après une réussite et du coup j'ai été accompagnée pendant à peu près 8 mois. Ça a été super parce que œil extérieur, beaucoup de travail sur moi et sur peut-être même ma confiance, mais en reprenant vraiment tous les sujets côté manager et c'est vrai que moi ça m'a transformée. Enfin moi je sais que je ne suis plus la manageuse, je ne suis plus la même personne
sur mon projet 1 entrepreneurial et sur mon projet 2. Après, c'est aussi, j'ai vieilli, hein, j'ai pris de l'âge et tout, mais je veux dire, je sais qu'elle m'a aidée. Elle m'a beaucoup aidée à passer ce step. Et je pense que j'en aurais besoin pour d'autres steps. Enfin, j'ai conscience que c'est hyper important dans la vie. Mais voilà, comme disait Gwenaëlle, pas que d'une femme, en fait, d'un homme. C'est de la remise en question. Seul, on ne peut pas. Avec son boss, on ne peut pas. Avec son associé, on ne peut pas toujours. Avec ses équipes non plus. Et un coach, c'est vraiment la personne extérieure qui en plus, quoi, c'est la cerise sur le gâteau. Merci beaucoup, Justine. Et du coup, Nathalie et Gladys, en tant que coach experte, est-ce que vous avez aussi d'autres éléments à rajouter sur cette notion de coaching? Que dire de plus? Vous avez totalement raison. Je dirais quand même que il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que oui, c'est très bien le coaching individuel et il faut le faire. Mais moi, j'incite quand même, enfin, je trouve aussi qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est que finalement, on a tendance, enfin, de ce que je vois, hein, ça n'engage que moi, et les gens que j'ai accompagnés, les gens pensent qu'un peu ils sont prédestinés et qu'ils peuvent pas changer. C'est-à-dire que les gens qui vont vous dire non mais moi je suis pas bon en communication, moi je déteste gérer les conflits, enfin bref. Et ils vont dire bah voilà je fais avec. Moi je pense que ce qui est intéressant dans le coaching individuel, mais aussi dans la formation aux soft skills, qui pour moi sont du coaching collectif. Enfin, c'est un peu comme si vous preniez des cours de tennis individuellement ou si vous allez dans des cours collectifs. C'est pas exactement la même chose, mais c'est de renforcer effectivement plein de compétences finalement comportementales. Moi, j'ai plaisir à dire que finalement, quand un enfant rentre en CP, on ne va pas lui demander s'il veut faire de l'histoire, de la géo, ou s'il préfère la physique-chimie ou la gym ou le dessin. On va commencer à lui dire qu'il doit apprendre le français, lire, écrire, enfin, etc. Ensuite, les maths, la géo, et blabla. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que le coaching individuel, c'est ma vie, hein, c'est ma mission de vie. J'en fais effectivement chez My Perso Coach, j'en fais personnellement. Je donne beaucoup, j'ai créé une association, les Coachs du Cœur, je donne beaucoup de coaching gratuit. Mais je pense que les gens devraient penser que c'est très bien et que si on n'a pas forcément les moyens, c'est là où je voulais en venir, excusez-moi, de se payer un coach professionnel, déjà se former et renforcer des compétences comportementales sur la gestion du temps, sur la communication. Moi, je suis une dingue de CNV, de communication non violente, etc. C'est déjà un petit pas. Et effectivement, le Graal, c'est un accompagnement individuel par un coach. Et si en plus, il est certifié en neurosciences, c'est le Graal. Non, je plaisante. Mais voilà. Et aussi, c'est ce que parfois je dis, les gens disent, non, mais j'ai pas besoin de coaching, etc. Et je leur dis toujours, c'est un peu pour un psy, parce que je suis aussi psy, mais quand même, si vous avez un problème, si vous cassez un bras, bah, vous n'allez pas attendre que ça se répare tout seul. Enfin, vous allez voir un professionnel qui va vous aider, qui va faire en sorte que finalement, au bout de quelques temps, bah, vous recommenciez à avoir une mobilité parfaite. Et ben, je trouve que tous ces métiers d'accompagnement et surtout le coaching sont là aussi parce que on a un moment, une chose à régler, un problème, quelque chose qui nous perturbe, ben, on a des professionnels qui sont là pour nous aider. Merci beaucoup, Nathalie. Je vous propose que je vois l'heure qui défile, c'est de passer au temps des questions, parce que je vois qu'il y a plusieurs questions dans le chat. On a une première question de Justine qui vous demande est-ce que appuyer le fait qu'on ait une femme ne desservirait pas? Elle se pose la question car si on souligne cet aspect, cela peut renforcer une différence que l'on souhaite finalement effacer. Moi, je veux bien vous partager une anecdote qui m'avait beaucoup marquée. C'était juste avant que je parte de chez Unilever. Je travaillais dans une division qui était la division food service, donc avec que des chefs. En termes de mixité, on était proche de 5%. Je pense que c'est pas terrible. Et un jour, j'ai assisté à une conférence de femmes, justement, pour développer le potentiel des femmes dans cette boîte. Et on a eu des chefs au sens chef cuisinier, enfin cuisinière, qui sont venus témoigner. Et il y avait une chef turque qui gérait une équipe de 40 bonhommes
qui devait faire 1m55, toute menue, toute mignonne. Jamais de la vie, en la rencontrant dans la rue, j'aurais pensé qu'elle était chef de ZFE, enfin, au sens professionnel du terme, et qu'elle gérait 40 bonhommes, dans un pays où c'était encore un peu plus difficile que chez nous. Et elle m'a dit cette phrase qui m'a marquée, c'était il y a quasiment 10 ans, et je me rappelle encore. Elle m'a dit, mais en fait, qu'on soit une femme, on s'en fout. Et je me dis, mais quand même, on est sur un... Voilà, c'est une conférence avec 150 nanas, un peu comme on est en train de faire. Je dis, mais elle vient en disant, en fait, on s'en fiche. Et elle nous a expliqué pourquoi, et je pense qu'elle a tout à fait raison de dire, en fait, se positionner en tant que femme, ça dépend ce qu'on a derrière comme idée. Mais si on se dit, en fait, je suis une femme, et alors, c'est comme si je vous disais, bah, je suis brune, je suis blonde, j'ai 45 ans, j'en ai 22, j'en ai 60. En fait, on s'en fout. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce que j'ai apporté, qu'est-ce que je veux faire, quelle est ma valeur ajoutée, où est-ce que je veux vous emmener. Donc, oui, on peut se positionner en tant que femme si c'est important pour vous, si c'est important pour votre positionnement. Moi, mon avis, cette phrase m'a tellement marqué, c'est de dire, en fait, on s'en fiche. Et s'en fiche, ça ne veut pas dire je vais jouer au garçon manqué ou quoi que ce soit. C'est juste, bah, je suis qui je suis. Mais je ne suis pas qu'une femme. Je suis aussi une fille brune, je suis aussi un peu impulsive parfois, j'aime bien rigoler aussi, on dit que je suis un peu raide dans le boulot, bah aussi, enfin voilà, j'ai aussi tous ces attraits. Et que je sois une femme ou pas, en fait, c'est pas le plus important. Donc, moi, vraiment, je veux vous transmettre cette phrase qui est, bah, peut-être qu'en fait, au fond, on s'en fiche un peu. Que c'est pas le plus important, mais que ce qui compte, c'est qu'est-ce que nous, on a envie de faire et où est-ce qu'on veut aller. Autre question, je vous la fiche pour tous. Du coup, c'était dans le cas où vous n'avez pas encore d'associé qui pourrait vous compléter sur certains axes que vous maîtrisez moins. Est-ce que vous vous êtes auto-formé sur certains sujets et si oui, comment? Je vais apporter quelques éléments de réponse parce que effectivement, j'ai pas d'associé et j'en suis vraiment tellement au tout début que je prévois pas encore une éventuelle association. Est-ce qu'il y a des axes que je maîtrise moins que d'autres? Oui, évidemment. Après, moi, je suis d'un naturel hyper curieux et je fais je sais pas, genre 40 ou 50 recherches par jour sur Google pour des sujets aussi bêtes que méchants. Et donc oui, je me suis auto-formée à un max de trucs. Après, ça ne veut pas dire non plus que je suis suffisamment formée pour faire la chose en question dont j'ai besoin. Mais au moins, ça me permet d'avoir une certaine conscience et de voir ce qui me manque réellement et après où je pourrais obtenir les compétences nécessaires ou les gens qui me permettront d'aller un petit peu plus loin. Ça me rappelle une chose que mon conjoint me dit souvent par rapport à l'autonomie. L'autonomie, c'est pas savoir faire seul, mais c'est savoir demander de l'aide quand il faut. En fait. Et j'aime beaucoup en fait cette phrase et ça me reste très souvent parce que voilà, je trouve que ça répond assez bien à la question en fait. Sur le sujet de la formation, moi j'ai un associé, mais il y a quand même, enfin c'est pas parce qu'on a un associé que l'associé sait tout faire, clairement. Ce que je vous conseille si vous avez un projet, en fait c'est oui, formez-vous, mais en fait c'est un peu une hygiène de vie, faut se former tout le temps de la vie, quels que soient les sujets. Plus on avance dans nos métiers, dans nos professions, etc., plus on se rend compte qu'il y a de la technicité. Le fait de se former permet de comprendre ce qu'on a à faire et parfois aussi de pouvoir recruter ou de s'entourer des bonnes personnes parce qu'on a compris le sujet et surtout de s'entourer de gens meilleurs que nous sur le sujet. Ça, c'est une règle. C'est assurez-vous que dans votre comité de direction, il n'y ait que des gens plus intelligents que vous autour de la table, vous aurez gagné. Mais faire cet effort constant de formation, que ce soit de la formation hard skills, c'est-à-dire vraiment, est-ce que je maîtrise la compta, est-ce que je maîtrise les sujets RH légaux, mais aussi soft skills. On l'oublie, mais celle-là, elle est hyper importante. Est-ce que je sais gérer des conflits? Est-ce que je sais faire de la communication non violente et former mes équipes à cette communication non violente? Est-ce que je maîtrise les différents types de profils managériaux ou pas? Qui sont des choses extrêmement importantes et qui vous permettent en fait d'avoir une palette de compétences suffisamment forte pour réussir dans votre aventure. Donc oui, formez-vous, évidemment. Et si je peux rajouter quelque chose, je pense que la complexité, c'est on ne peut pas tout connaître effectivement. Et nous, par exemple, dans notre association, il y a une véritable complémentarité. C'est
jusqu'où c'est important que je comprenne sans forcément maîtriser, parce que de toute façon, je ne pourrais pas effectivement tout savoir faire. Je trouve que c'est à quel moment je dis bon, ok, je comprends ce qui se fait, mais moi, j'arrête là parce que j'ai d'autres domaines de compétences et il y en a d'autres qui sont en capacité de le faire. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Moi, je vois mon associé, c'est un geek, mais il est toujours extrêmement bienveillant et quand on veut changer, on faisait un rendez-vous tout à l'heure sur est-ce on garde notre CRM. Moi, alors franchement, je sais pas du tout mon domaine de compétences, mais je trouvais extrêmement intéressant cet échange en m'expliquant oui, là, ça fait ça, etc. Et à un moment, il sait que ça me suffit pour que je puisse effectivement dire voilà, pour tel montant, je pense que, et stop. Mais je ne dis jamais ce sujet ne m'intéresse pas, c'est pas le mien, etc. J'essaie quand même toujours de comprendre comment dire, jusqu'où c'est important finalement d'encombrer mon cerveau avec de l'information. On ne peut pas prendre que de l'info qui va être forcément opérationnelle, intéressante, etc. Parce que effectivement, on doit quand même comprendre beaucoup de choses. Et je trouve que personnellement, c'est à quel moment je dis j'ai assez d'infos. De toute façon, c'est pas moi qui suis leader sur le sujet et j'arrête. Je me permets, je te rejoins complètement, Nathalie, et je pense que la formation, oui, elle est importante. Après, maintenant, aujourd'hui, on peut se former surtout avec limite un peu n'importe qui. Enfin, c'est parfois un peu fourre-tout quand même certains programmes de formation. Donc, faut quand même être au clair sur ce qu'on veut et d'être un peu précis dans sa recherche. Et c'est pas toujours le cas quand on tombe sur des problèmes comme ça du jour au lendemain ou qu'on gère de l'urgence. Moi, je sais quelque chose qui m'a beaucoup apporté aussi, surtout au début, quand j'étais en coworking et que je me sentais parfois un peu seule, même si on a monté un peu la première structure à deux. Ça a été de m'enrichir des gens qui faisaient partie du coworking. Alors, dans le coworking, il y avait quand même pas mal d'entrepreneurs, donc qui n'avaient rien à voir avec nos métiers, qui faisaient carrément autre chose dans la compta, donc c'était pas les mêmes secteurs, mais pour autant ils avaient parfois on avait des problématiques un peu similaires de cas, et du coup moi je sais que je me suis beaucoup enrichie des autres, pas à tout prendre parce que c'est ça la difficulté, on va dire oui tu devrais faire ça, les conseils des plus âgés ou des plus expérimentés, voilà, mais en tout cas comme pour tout d'ailleurs, parce que quand on se documente sur quelque chose sans forcément se former, il va y avoir des livres sur cette partie-là du sujet et des livres sur l'autre partie. Donc, faut savoir avoir son regard critique, mais en tout cas, s'entourer et s'enrichir les uns des autres. Et c'est ce que j'essaye moi de faire avec les équipes actuellement. Essayer aussi que les gens puissent s'enrichir les uns des autres en fonction des métiers, en fonction des années d'expérience. Une stagiaire chez nous, pour moi, elle a le même droit, bien sûr, à la parole que mon directeur ou que mon responsable, et elle va apporter quelque chose. Donc, moi, cette chose-là, elle m'a toujours alimentée depuis les débuts de l'intrapreneuriat, et je trouve que c'est aussi très important dans la formation ou dans la complétion des sujets qu'on ne maîtriserait pas totalement. Si ça vous va, moi j'ai une autre dernière petite question avant de vous libérer. Est-ce que vous avez peut-être un dernier conseil et une dernière chose à nous dire pour ceux qui veulent entreprendre, si vous avez un dernier petit conseil à nous donner? Je veux bien me lancer. J'ai une devise depuis que j'ai fait le premier projet entrepreneurial, c'est qui ne tente rien n'a rien. Donc, à un moment donné, d'oser, quoi. On a souvent des barrières, des croyances à se dire on va pas être capable, je vais pas y arriver. Alors, bien sûr que créer une société, créer un projet, monter, ça va impliquer beaucoup de choses, et il faudra s'entourer. On a beaucoup parlé du fait de s'entourer, d'avoir des gens autour de nous pour nous guider, parce que c'est pas simple, surtout quand on le fait la première fois. Mais par contre, je pense que le plus gros, il vient au départ de la motivation et d'y aller, quoi, et de se donner, de se donner complètement la confiance pour se dire que quoi qu'il arrive, ça va le faire, quoi. Donc moi j'aurais tendance à dire oser et pas trop se poser de questions, parce que vous allez beaucoup vous en poser après, donc pas trop se poser de questions au départ, pour moi en tout cas. Merci Justine. Je rejoins complètement Justine. Ouais, lancez-vous. Enfin, en fait, si vous en avez envie,
allez-y, parce qu'il y a rien de pire que de regretter ou de se dire qu'on ne l'a pas fait. Et surtout, oui, enfin, je dis souvent, quand on a un mammouth en face de soi, on découpe des petites tranches. Prenez les premières tranches du mammouth. Allez-y, pas à pas. Le challenge sera 1000 fois plus grand que ce que vous estimez. Prenez pas le vertige, ça sert à rien de voir trop loin, déjà avancer. Et confrontez-vous au marché, sortez, restez pas enfermés dans votre bureau. Allez-y, parlez de votre idée. C'est pas grave, personne ne va vous la piquer, puisqu'en fait, personne n'aura l'énergie que vous avez, vous, pour la mener à bien. Donc, parlez-en, saoulez tout le monde avec, c'est pas un problème. Vous verrez vos vrais amis là-dedans. Mais lancez-vous, vous le regretterez pas. Merci Gwenaëlle. Moi, vous avez complètement raison, mais il y a quand même une chose pour rebondir à ce que tu disais, Gwenaëlle, c'est que pour moi, les conseillères ne sont pas les payeurs, et je pense qu'il faut en parler, mais il ne faut pas écouter la personne qui va vous dire non, mais enfin, qui cherche en fait à vous faire sortir de votre rêve. Et moi, je me rappelle un post sur LinkedIn qui était horrible. Le mec qui disait: j'ai monté ma boîte, c'est hyper dur, je vis en dessous du seuil de pauvreté. Enfin, je compte mes euros pour aller m'acheter ma baguette, etc. Il disait: mais le pire, c'est quand effectivement, j'en ai parlé à un de mes meilleurs amis qui m'a dit: mais quand est-ce que tu vas chercher un vrai boulot? Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment incroyable. Et moi, j'ai la chance énorme d'avoir beaucoup d'enfants et beaucoup d'amis qui m'ont toujours soutenue, alors que c'était un peu complexe pour eux de se dire: oh là là, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Et j'ai refusé d'écouter les gens qui me disaient: oh non, mais c'est trop risqué, tu te rends pas compte, le job formidable que tu as à ton âge, et ceci et blabla. J'ai dit non, je irai jusqu'au bout de mes rêves. Donc, je vous rejoins, mais je crois qu'il ne faut pas trop écouter les… Je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, personnellement, mes parents m'ont pas trop parlé pendant un an, pour être honnête, parce qu'ils étaient flippés. Mon conjoint faisait genre le mort, on ne sait pas ce qu'elle fait, enfin, je veux pas savoir. Et c'est une réalité. Et on m'avait dit une fois une phrase qui, je pense, est tellement vraie, qui est, en fait, il n'y a que vous qui y croyez vraiment. Et en fait, le reste, on s'en fout. Ayez confiance en vous. Parce que si vous, déjà, vous doutez, c'est foutu. Mais n'attendez pas à ce que les autres y croient autant que vous. Et moi, vraiment, à titre personnel, mon conjoint, mes parents, enfin, tout mon cercle proche, ils étaient complètement paniqués que je lâche un job comme ça chez Unilever pour monter une start-up dans le digital, enfin, un truc qui est complètement folle. Et ben, c'est pas grave, en fait. Oui, j'ai mangé un peu des pâtes, mais c'est pas grave. Oui, et puis ça, c'est ma casquette coach. En fait, ça renvoie les gens à leur propre peur. En fait, oui, bien sûr. C'est pas qu'ils sont malveillants, c'est qu'eux, ils trembleraient à l'idée de faire ça. Et une fois qu'on a compris ça, parce que les gens me disent: mais tu te rends pas compte dans ta vie tous les risques que tu as pris. Moi, j'ai eu l'impression que je faisais que des choses sympathiques et où, franchement, j'ai pas mis ma vie en péril ni celle de mes enfants. Mais pour des gens, c'était dingue de se dire: oh là là, et c'était pas méchant, vraiment, c'était, je pense, pour nous protéger, parfois et parce que ça leur fait peur, quoi. Donc, entourez-vous d'entrepreneurs, ils vous comprendront. C'est ça. Je pense que vraiment tout a été dit. Lancez-vous, gardez la confiance, croyez en vous-même, vivez vos rêves. Enfin, c'est un peu pailleté, mais ça devient une réalité.